Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux. Donc, bienvenue à la 8e édition des matinales de la transition écologique. Pour les nouveaux, les matinales, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle de conférences co-organisé par le personnel de l'École centrale de Nantes et par une équipe étudiante. Cette année, l'équipe étudiante est composée de Louise, Pierre, Maxime, Kaliane et moi-même. Et l'équipe école, c'est M. Benguigui et M. Rosière. Donc le principe de ce cycle de conférences est d'inviter des personnalités aux idées assumées à propos de la transition écologique pour les faire passer auprès non seulement des étudiants de l'école centrale, mais aussi des participants extérieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une étape du Tech for Good Tour. Et donc je vais laisser la parole à Laura pour vous présenter ce que c'est plus en détail. Merci et bonjour à tous. Donc moi c'est Laura, je travaille chez Make Sense, une association qui existe pour inspirer et outiller chacun et chacune afin de construire une société plus durable et plus inclusive. Mais aujourd'hui, on est là surtout pour, dans le cadre du Tech for Good Tour, pour une table ronde un petit peu inédite, organisée du coup dans le cadre des matinales. Mais avant toute chose et avant de vous dire un peu qui on est, j'aimerais bien qu'on se réveille un tout petit peu parce que c'est le matin et donc du coup pour mieux vous connaître, parce que moi c'est la première fois que je viens à Centrale Nantes, je vais vous poser quelques questions et il va falloir y répondre juste en se levant. Donc est-ce que peuvent se lever tous ceux qui ont déjà entendu parler de la Tech for Good? Les intervenants, très bien, super, merci. Oui, très bien. Super. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Est-ce que parmi ceux qui se sont levés, il y en a qui pensent pouvoir la définir et savent vraiment ce que c'est? Ou juste en ont entendu parler? Peuvent se lever ceux qui savent ce que c'est la Tech for Good Tour? Le Tech for Good? Très bien. Qui est membre d'une association ici? Est-ce que vous pouvez vous lever, tous ceux qui sont membres d'une association? Ok, super. Donc on a des élèves engagés en face de nous. Qui fait du sport en équipe? Ça vous fait lever. D'accord. J'essaye de voir s'il y en a des différentes personnes qui se lèvent. Okay. Qui fait du foot? Super. Basket? Ah, bon, pas d'équipe de basket à Centrale. Rugby? Et du hand? Très bien. Super. Très bien. Bon. Et qui se sent un peu peut-être paumé quant à son avenir professionnel, ou plutôt dans une zone de flou? Ah, alors, je ne sais pas si c'est très rassurant que les intervenants se lèvent. Tous, hein. Ok, oui, c'était pas l'inverse. Très bien. Bon, au moins, du coup, normalement, vous aurez quelque chose à apprendre pendant cette matinée. Donc voilà, pour revenir, merci en tout cas d'avoir joué le jeu, ça me permet d'un petit peu mieux vous connaître. Donc on est là dans le cadre du Tech for Good Tour. Donc rapidement, le Tech for Good Tour, c'est un tour de France de sensibilisation à l'usage de la technologie au service de l'intérêt général. Donc en fait, un tour de France de sensibilisation à la Tech for Good. Et pour ça, on va dans 6 villes de France. Donc vous êtes la première ville à Nantes où on fait étape. Et du coup, notre but, c'est un peu de comprendre l'écosystème local et pouvoir le mettre en avant, accompagner les ingénieurs et les profils tech de demain, et surtout connecter les mondes de l'innovation et les mondes de l'intérêt général pour qu'ils se comprennent un petit peu. Donc voilà, donc on organise différents événements, des ateliers. Donc on aura un atelier tout à l'heure avec certains d'entre vous, les élèves de Monsieur Benguigui. On a une soirée grand public sur laquelle je reviendrai, où vous êtes invités, des petits déjeuners. Et aujourd'hui, c'est un moment un petit peu spécial où on fait une table ronde avec les matinales sur comment mettre mes compétences d'ingénieur au service de l'intérêt général. Donc comme je le vois, certains se sont levés et vous êtes assez nombreux et nombreuses à vous poser des questions quant à votre avenir professionnel. Et justement, ce sur quoi on voulait revenir, en fait, c'était qu'est-ce que vous apprenez sur les bancs de la fac, en fait, et pourquoi vous apprenez tout ce savoir-faire technique. Et justement, je voulais un petit peu revenir sur quelle était la place de la technique aujourd'hui. Heidegger, dans ses essais et conférences, distinguait la technique des anciens de la technique des modernes. Et selon lui, les anciens s'efforçaient d'aménager au mieux la nature pour obtenir le meilleur de ce qu'elle pouvait donner. Du coup, par exemple, un moulin à vent,
il tirait du vent l'énergie nécessaire pour les hommes, mais il n'achevait pas cette ressource. Aujourd'hui, avec l'idéologie du progrès, synonyme de progrès technique, Heidegger dirait on va plus dans un sens où les modernes achèvent la nature de manière négative, en puisant des ressources pour construire des machines qui finalement la détruisent. Et du coup, aujourd'hui, on se demande pourquoi on apprend toute cette technique. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait important de faire intervenir des personnes qui vous montrent que les compétences que vous apprenez tous les jours, toute cette technique, elle peut être mise au service du bien commun et revenir finalement à une définition où la technique achève la nature de manière positive et revenir à la technique des anciens. Il semble indispensable aujourd'hui de revenir à une éthique et à une responsabilité de la technique. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a fait appel à 5 intervenants qui vont venir vous présenter leur métier, leur manière de s'engager. Alors dans l'ingénierie, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut s'engager. Il y a le bâtiment par exemple, je ne sais pas, avec les réseaux d'éco-conception. Il y a l'énergie, avec les énergies renouvelables, les économies d'énergie, le bas carbone. Le génie médical aussi, avec tout ce qui concerne par exemple le développement des appareils destinés au diagnostic des patients. Dans le cadre du Tech for Good Tour, on a aujourd'hui des intervenants qui ont un profil plutôt tech, numérique, informatique. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'engager seulement dans le numérique et l'informatique, il y a plein d'autres domaines. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de manières de s'engager, que ce soit par le mécénat de compétences, par l'entrepreneuriat. Voilà, donc aujourd'hui, on a un panel d'intervenants qui vont vous présenter différentes manières de s'engager. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à leur poser des questions à la fin. Donc le déroulé, ce sera chacun et chacune qui vont se présenter, un tour de questions de table ronde et ensuite vous aurez la parole pour leur poser toutes vos questions. J'espère que ça pourra éveiller certaines consciences, que ça vous donnera envie de vous engager et du coup de participer à un monde plus durable et plus inclusif. Donc je vais du coup maintenant laisser... Là-bas, oui, pardon, je ne vous ai pas mis les petites photos. Je vais laisser la parole à Manon de Latitude pour te présenter. Ah, très bien. Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça souffle pas trop le micro. Ouais, ça, bof, je m'éloigne un peu. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, je m'appelle donc Manon et je suis une des cofondatrices de l'association Latitude, donc une des 2 assos qui organise le Tech for Good Tour. Et donc Latitude, c'est une asso qu'on a créée avec Yannick et Augustin en sortant d'école d'ingé, il y a à peu près 3 ans, pour aider chaque personne qui a des compétences tech à les mettre au service de l'intérêt général et pour faire en sorte qu'on construise finalement des technologies qui agissent pour résoudre les grands enjeux de la société, que ce soit la préservation de l'environnement, l'éducation, enfin l'accès à l'éducation pour tous, l'égalité homme-femme, enfin plein d'enjeux qui nous frappent tous et sur lesquels on se dit que la technologie peut avoir son rôle à jouer. Et donc concrètement, ce qu'on fait chez Latitude, c'est qu'on accompagne des projets qui mettent la tech, donc que ce soit l'usage des données, que ce soit le développement informatique, donc c'est souvent tourné vers le numérique, au service d'associations qui agissent déjà sur des grands enjeux de société. Par exemple, on a accompagné un projet avec Label Emmaüs, qui est la marketplace du mouvement Emmaüs. J'imagine que vous connaissez Emmaüs. Emmaüs essaye de créer un autre modèle finalement de production et de commerce en se disant qu'on peut réemployer des objets et employer aussi des humains qui ne sont pas forcément qui sont pour la plupart éloignés de l'emploi avant de rejoindre une communauté Emmaüs. Et donc la marketplace d'Emmaüs a besoin de se distinguer parmi d'autres acteurs du e-commerce qui ont des moyens illimités et qui les utilisent pas toujours dans le respect de l'homme et de la planète. Et avec Emmaüs, on a travaillé sur des algorithmes qui permettent d'aider les compagnons Emmaüs à rédiger des meilleures annonces quand ils maîtrisent pas forcément le français, par exemple, pour réussir à faire leur place finalement dans ce secteur du e-commerce et à montrer leur engagement pour une autre façon de produire et de consommer. On a accompagné d'autres projets, par exemple un projet avec l'association Réavi qui réemploie plein de déchets dans le secteur du bâtiment. Parce qu'en fait, dans les destructions d'immeubles, de bâtiments en général, on réemploie très peu plein d'objets qui pourraient être réemployés, des lavabos, des éviers, plein de choses qui finalement pourraient être réemployées telles quelles sans même avoir besoin de les recycler.
Et donc, on a accompagné l'association Réavi à mieux gérer ses inventaires pour bien réemployer à la suite des destructions de bâtiments les objets sur des prochaines constructions. Donc, il y a plein de projets comme ça super qui existent et sur lesquels nous, on apporte juste une touche de technologie en permettant justement à des personnes peut-être comme vous qui ont des compétences tech et qui se demandent un peu comment est-ce que je peux les mettre au service d'un projet qui a du sens pour moi. Et on fait ça dans des écoles d'ingénieurs et d'informatique et dans des entreprises aussi qui ont envie de s'engager au quotidien et de donner du sens finalement à leurs compétences et à la technique, comme le disait Laura juste avant. Voilà pour ma petite présentation. Et merci pour les cafés. Je vais passer la parole du coup à Radidiatou. Bonjour à tous. Khadijatou Fall Cissé, je suis actuellement analyste CCGI dans le secteur de la défense. Et pour vous parler un petit peu de mon parcours scolaire, j'ai eu mon baccalauréat S au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, à l'époque où pardon, à l'époque où c'était le développement en fait des infrastructures des télécommunications. Du coup, j'ai cliqué pour faire un diplôme, un DUT en réseau télécommunications que j'ai effectué à l'UT de Saint-Malo. Et pendant cette formation-là, j'ai participé à un projet en robotique. Et du coup, je suis tombée amoureuse des conceptions, des machines et des logiciels. J'ai donc intégré l'ISIMA pour une spécialité informatique des systèmes embarqués. En 2015, je suis arrivée à CGI en tant que stagiaire dans le secteur de la réassurance. Et CGI, en fait, c'est un des leaders mondiaux de conseil en technologie de l'information et des services numériques. Nous sommes actuellement 77 000 membres dans le monde, 700 membres sur Nantes, répartis sur 2 agences, Rivière et Carquefou, mais également des membres qui sont chez les clients. Et pour revenir sur la Tech for Good, j'ai eu l'opportunité, dans le cadre des congés solidaires avec l'association Planète Urgence, de partir en mission au Bénin grâce au financement de mon entreprise. Donc la mission avait pour objectif de former une association sur les outils, sur les bases de l'informatique, les outils et les logiciels de maintenance en informatique. L'association, en fait, lutte contre la précarité des jeunes, car beaucoup d'entre eux sont inactifs dans la ville de Grand Popo. Et du coup, ils ont mis en place un centre multimédia, ayant reçu un certain nombre d'ordinateurs par diverses associations, mais ils n'avaient pas les moyens, en fait, de se former en informatique. Donc, cette mission m'a permis de contribuer à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de ce centre, à savoir les utilisateurs, en fait, ils avaient une confiance limitée sur les ordinateurs. Ils avaient peur à chaque fois qu'ils tombaient sur une panne d'utiliser les ordinateurs. Donc, grâce à cette formation, ils ont pu être beaucoup plus à l'aise sur l'utilisation des ordinateurs, de pouvoir diagnostiquer une panne. Et ça m'a apporté, donc j'ai pu contribuer à un certain nombre d'objectifs de ce centre multimédia, mais en même temps, j'ai pu découvrir une autre culture, d'autres façons de faire. Donc c'était une belle expérience. Du coup, je vais passer la parole maintenant à Thierry. Bonjour à tous, Thierry Lebouc. Donc, je suis le dirigeant fondateur de Green Spector. Il y a maintenant 10 ans, j'ai souhaité donner du sens en fait à ma vie en fait, en disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans le numérique? J'ai un diplôme d'ingénieur informatique
Et je me suis posé des questions en regardant un petit peu ce qui pouvait croiser, on va dire, mes activités professionnelles, mes compétences professionnelles avec finalement mes envies. Voilà. J'ai toujours eu des envies liées à la défense de l'environnement, la planète, etc. Donc c'est forcément quelque chose que je devais matérialiser à travers mon parcours. En tout cas, j'ai pris cette décision un peu tardivement. J'aurais pu la prendre plus tôt. Mais en même temps, avec de l'expérience, ça aide aussi à se forger pas mal de qualités et d'expertise aussi. Donc c'est intéressant en tout cas de faire ce virage. Il n'y a pas d'âge pour le faire en tout cas. Et puis effectivement, voilà, je me suis lancé dans un projet où on a travaillé sur l'éco-conception des logiciels. C'est-à-dire comment on essaye de réduire l'impact des logiciels quand on code, quand on design un service numérique, et ce qui permet derrière de pouvoir finalement réduire son impact sur l'environnement quand il est en phase d'usage. Voilà. Donc j'ai monté cette société il y a 10 ans. Et ça m'a permis finalement de donner du sens à ma vie professionnelle que je n'avais pas forcément jusque-là, dans des grands groupes ou dans des grosses sociétés de services. En tout cas, je n'avais pas réussi à le trouver. Et ça m'a permis effectivement de démarrer en tout cas ma vie professionnelle, je dirais, utile, en tout cas par rapport au sens commun général. Bonjour à tous, donc, je m'appelle David, je suis directeur technique de Mobilis qui fabrique des livres adaptés aux enfants qui ont des difficultés à lire. Pourquoi, comment j'en suis arrivé là? Eh bien, il y a longtemps maintenant, au siècle dernier, j'étais à votre place dans une école qui est cousine. Et j'étais intéressé par la technique, je voulais voir ce que la technique pouvait faire, directement. Et donc j'ai travaillé dans des groupes industriels, un groupe automobile français allié à un japonais, pour faire des choses très excitantes d'un point de vue technologique, sur la maquette numérique, etc. Ensuite, j'ai voulu changer. J'ai travaillé dans un groupe de conseil informatique, ce qui m'a appris d'être performant dans mon métier. Mais par contre, j'avais toujours un manque, ce qui m'a amené à essayer de m'intéresser au monde des startups, à travailler dans ce domaine-là, ce qui était encore plus excitant. Mais il y avait toujours un manque du pourquoi. Je savais comment, mais c'était le pourquoi en fait qui me manquait. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui chez Mobilis. Pourquoi c'est important? Pourquoi je pense que c'est important? Parce qu'on aide quelque part l'éducation au sens large. On aide des enfants qui ont des difficultés à lire, à écrire, en l'occurrence des dyslexiques, mais pas que. On les aide à ne pas être bloqués, à ne pas s'arrêter dans leur apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui me semble est utile et qui aide à répondre à la question pourquoi je me lève le matin pour aller travailler. Il y a un lien avec la technologie parce que c'est la technologie qui permet de traiter un grand nombre de livres pour les enrichir, entre guillemets, d'un point de vue numérique, à intégrer des aides qui vont permettre justement à des enfants à ne pas être bloqués dans la lecture de ces livres. Bonjour à tous. Donc, merci déjà pour l'invitation, d'être venus aussi nombreux à cette heure-ci. Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais. À cette heure-ci. Et alors rapidement, je vais essayer de vous présenter un peu mon parcours de formation d'ingénieur avec une spécialisation en système d'information. Alors, je m'imagine sur les bancs à votre place. À l'époque, j'ai fait un projet fin d'études, ça date un peu déjà. Hein. Ça se voit moins sur un asiatique, mais le temps est universel pour tous. Et déjà, assez tôt, j'avais envie d'entreprendre ou de faire quelque chose en plus des études. Et j'avais fait un projet de création d'entreprise, un truc comme ça, une simulation. C'était
un truc un peu fun, mais je ne me suis pas lancé. Et je suis parti à l'étranger. J'ai fait Erasmus, je suis parti expatrier rapidement dans le domaine de l'ingénierie automobile, en se disant qu'au départ, je souhaitais pragmatiquement avoir un maximum. Ouais, je pense que ça sera plus. Bon, je reprends, désolé. Donc, je suis parti à l'étranger. Alors, ça fait c'est une 4-5 ans de ma première vie professionnelle, juste pour se dire que je savais rien faire déjà. Alors ça, c'était personnellement, hein, bien évidemment. Hein. Vous en savez peut-être plus que moi, et j'espère. Mais je savais rien faire, et du coup, je suis parti. Et je suis parti assez vite à l'étranger parce que voilà, j'avais aussi envie en même temps plus que d'allier du plaisir à une vie professionnelle, c'est de tout de suite être confronté à la difficulté. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a suivi, et du coup, au final, qui m'a assez forgé dès le départ et qui m'a attiré. Ça c'est rigolo, hein, sans même le vouloir, finalement, sur toujours, même que ce soit professionnel ou personnel ou associatif, sur des choses où la notion de défi et de challenge était très important. Et suite à ça, après, je suis parti monter une start-up, j'ai revendu la start-up, j'ai monté des associations, un incubateur sous forme associatif à Paris. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et après, j'ai atterri depuis quelques années à Nantes. J'ai cofondé avec des copains sur une histoire de départ qui est Jade Purou, qui sort du brevet du collège, qui est né avec du polyhandicap. Et par contre, son portable, Discord, voilà, le WhatsApp, etc., tous ces réseaux lui permettaient, parce qu'on a du mal à la comprendre. Alors moi, maintenant, j'arrive à la comprendre, mais tout de suite, comme ça, vous ne pourriez pas la comprendre parce qu'elle a des problèmes de prononciation. Et je me retrouve à manger chez ses parents avec elle, et elle sort du brevet. Donc on fêtait son brevet du collège. Elle se retrouve au lycée international Nelson Mandela, qui est un des plus beaux lycées. Je peux le dire parce que j'ai vraiment été impressionné par ce bâtiment, hein, qui est éco-conçu, etc., et qui a en plus une notion d'accessibilité physique qui est vraiment concrète et réelle. Et derrière ça, en fait, elle se retrouve au lycée à ne pas avoir de choix. Voilà. Polyhandicap, section adaptée, elle se retrouve à forcément avoir la section secrétaire administratif. Alors j'ai rien contre bien évidemment ce métier-là, alors qu'elle est passionnée du numérique. Et grâce aux outils déjà, elle arrive à communiquer, elle a 1 million de copains, copines, etc. Mais plus que ça, c'est qu'elle voudrait vraiment, elle a essayé de faire des MOOC, etc. Et donc, on s'est dit qu'il fallait très humblement essayer de faire quelque chose, rien que déjà pour elle. Et on a cofondé donc une petite association qui s'appelle SyncCode. Et en étant très pragmatique, on a démarré par des handicamps que vous avez dû peut-être entendre parler lors de la Nantes Digital Week. Et on prépare la 6e édition sur la Nantes Digital Week 2020. Voilà. Merci beaucoup à tous de vous être présentés. Du coup, voilà, je ne peux pas rajouter. Comme vous l'avez vu, chacun trouve un sens à son engagement. Chacun est sensible à différentes causes, l'environnement, l'éducation, le handicap. Donc, c'est assez riche de voir tout ça. Voilà, je suis un peu jalouse, moi qui ai fait des études de lettres et qui n'ai pas les compétences techniques pour faire tout ça. J'espère en tout cas que ça en inspire d'autres.
Du coup, on va passer aux questions un petit peu table ronde. Je vais commencer par du coup l'engagement chez les jeunes avec Manon. Voilà, je voulais du coup te demander, enfin, toi qui étais sur les bancs, quel a été toi ton déclic en fait pour t'engager? Alors, vaste sujet. Parce qu'en fait, s'engager, enfin, il n'y a pas forcément un moment où, si peut-être, parfois, hein, ce que tu disais Thierry, mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que l'engagement, enfin, tel qu'on le conçoit, ça a été un peu toujours, dans le sens où, je sais pas, à 8 ans, je lisais des sciences et vie, et j'avais l'impression qu'il fallait sauver l'environnement et sauver la planète, et donc j'étais militante écolo, et je me disais, super, il faut éteindre la lumière en quittant une pièce, et attention, il faut fermer le robinet. Donc je sais pas si ça c'est de l'engagement, mais en fait il y a une petite part de nous quelque part qui est toujours un peu engagée, ou en tout cas concernée par le monde qui nous entoure, et par en fait qu'est-ce que moi j'y apporte, quelle est la pierre que j'apporte à cet édifice un peu commun. Et ensuite je pense que l'engagement il se matérialise à plein de moments différents dans la vie. Enfin moi quand j'étais au collège, lycée, j'étais du coup plutôt engagée en politique. C'était plutôt ça qui m'intéressait. J'avais l'impression qu'on pouvait peut-être faire bouger les choses par ce biais-là. Ensuite, j'ai eu un peu l'impression inverse, et je me suis dit que finalement, créer une asso et essayer de mobiliser des gens, et finalement partir des personnes et des envies de chacun, essayer de créer un mouvement et en fait, accompagner la dynamique des personnes qui ont envie de s'engager. Peut-être qu'on aurait plus d'impact comme ça. Et le déclic qui, du coup, s'il y en a un, nous a fait créer Latitude quand nous, on était étudiants en école d'ingé. C'était un peu l'impression qu'il y avait un paradoxe entre l'envie qu'on avait de s'engager par mille façons différentes, mais juste de se dire on apporte notre pierre à la société, que cette envie-là, elle était difficile à concilier avec ce qu'on apprenait à l'école, et avec le fait qu'on était ingénieur, et qu'on nous disait bah non, du coup, ingénieur, il faut aller dans des grandes industries, et c'est ça c'est les partenaires de l'école, c'est les entreprises qui sont reconnues. Voilà, c'est ça la carrière qu'il faut faire. On parle beaucoup de carrière. Quand on est à l'école, on nous met beaucoup pas de pression, mais un peu d'incitation sur, en fait, attention, tu es en train de faire des choix importants qui vont déterminer ta carrière, la suite de ta vie professionnelle. Et nous, l'envie qu'on avait, et qui était un peu de cheville au corps, c'était de réussir à concilier ce qu'on apprenait, parce qu'en fait, ce qu'on apprenait en tant qu'ingénieur, on trouvait ça intéressant, et notre envie d'engagement, pas forcément dans les carrières ou dans la vie professionnelle qu'on nous proposait à la sortie. Et moi, un truc qui, à titre perso, me faisait beaucoup réagir, c'était quand j'entendais chez mes copains, enfin tout le monde dans ma promo, oui, c'est vrai, j'aimerais bien faire un truc pour l'environnement, ou faire un truc pour la société, mais pour l'instant, j'ai quand même plutôt envie d'apprendre des choses vraiment très techniques, et puis on verra après. Et moi, j'arrivais pas trop à me résoudre à ça. Et donc, ce qu'on a cherché à faire avec Latitude, c'est trouver un moyen de vraiment de réconcilier les deux, et à la fois de pas quitter ces compétences d'ingénieur, enfin en tout cas tout ce qu'on apprenait de maths, de physique et de choses plus appliquées, de pas perdre ça, parce qu'en fait c'était aussi ce qui nous avait amené là, c'était les études qu'on avait choisies, c'était ce qui nous intéressait, mais de réussir, on se disait mais il y a quand même bien un moyen avec ce qu'on apprend de réussir à faire quelque chose qui nous plaît, quoi. C'est pas possible qu'on n'ait pas la possibilité de choisir. Donc je sais pas si c'est vraiment un déclic, mais en tout cas c'était vraiment au moment où on choisit vers quoi on va se diriger comme vie professionnelle, l'envie en fait de pas choisir, et de se dire peut-être que je peux être exigeante, et choisir de faire les deux, c'est-à-dire à la fois avoir un engagement social qui correspond à mes valeurs, et avoir un métier dans lequel techniquement je suis intéressée par ce que je fais, et j'ai pas l'impression de mettre juste ma bonne volonté, mais aussi mes compétences et quelque chose de ce que j'ai appris en fait, et ce qui peut-être est spécial ou différenciant, ou va pouvoir apporter quelque chose de différent. Très bien, merci beaucoup. J'ai l'impression que s'il y a peut-être un choix qui a été fait, c'est peut-être le domaine, du coup, l'éducation, enfin en tout cas la formation chez les jeunes. Et du coup, je voulais te demander quelle était pour toi la place de la formation dans la transition justement écologique et solidaire, et qu'est-ce qui manque selon toi aujourd'hui aux étudiants et aux étudiantes voilà, pour accélérer leur engagement aujourd'hui. En fait, c'est un sujet qui est super difficile à traiter, parce que quand on dit qu'est-ce qui manque aux étudiants, c'est un peu partir du principe que tout le monde est pareil, et il y a les étudiants, et les étudiants veulent ceci, les étudiants veulent cela. En fait, c'est
un peu plus compliqué que ça. Et chacun a des aspirations qui sont différentes, des aspirations perso, pro. Enfin, il y a vraiment, on essaie de, comme je le disais un peu avant, de tout concilier. Et du coup, l'école a quand même un rôle important à jouer là-dedans. Et aujourd'hui, les écoles ont un peu du mal à prendre ce rôle de conseil, de guide sur comment vraiment concilier mes aspirations pro, mes aspirations perso, mes aspirations pour la société. Parce qu'en fait, le monde il bouge très vite. Faire bouger une école, c'est pas facile, même avec la meilleure volonté du monde. Et on sait qu'il y a vraiment des dirigeants et des dirigeantes qui ont envie de faire bouger les choses, des enseignants qui se bougent vachement à leur échelle, mais faire bouger un cursus, c'est un truc qui est vraiment difficile. Et du coup, nous, la première chose qui est venue confirmer un peu notre intuition, il y a vraiment plein d'études sur le sujet, mais en vrai, en école d'ingénieur, on n'est pas formé, ou en tout cas pas assez à mon sens, à la façon dont on peut agir pour la société avec nos compétences. C'est-à-dire, on nous propose plein de façons de s'engager, et vous êtes tous dans des assos, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont levés tout à l'heure, il y a plein de façons de s'engager à côté des cours, mais dans les cours, il y a vraiment très peu de choses, et il y a des choses, j'en discutais rapidement avant la table ronde avec les étudiants qui sont dans l'option mineure transition écologique, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui était ville durable avant. Donc il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas encore assez présent dans les formations. Et quand on a commencé à s'intéresser un peu à ce sujet, on est tombé sur une étude qui fait un peu référence, alors c'est plutôt sur l'économie sociale et solidaire, mais on est vraiment à la fois transition écologique et sociale, on considère que ça ne peut pas trop être dissocié. Mais il y a un étudiant sur deux en école d'ingé qui dit qu'il aimerait bien travailler dans l'économie sociale et solidaire. C'est une étude BCG. Et pourtant, 1 sur 5 seulement qui sait ce que ça veut dire, économie sociale et solidaire, et qui est capable de le définir. Et ça, c'est bon, il y a des chiffres, on peut en trouver un peu dans tous les sens, mais il y a quand même un truc derrière ça, c'est finalement ça nous attire, on est un peu intéressé par le sujet, mais on n'a pas vraiment les armes ou les clés pour savoir comment concrètement on peut avoir notre place là-dedans et comment on peut agir. Donc je dirais que c'est ça le sujet un peu de la formation, c'est comment est-ce que l'école donne les clés aux étudiants pour que, non pas donner une seule voie, mais pour au moins que chacun soit en capacité de choisir ce qu'il a envie de faire et les clés en main pour réussir à passer à l'action ensuite. Très bien. Merci beaucoup. On va enchaîner sur le Green IT. Donc Thierry, vous nous disiez tout à l'heure que du coup, ce qui vous avait finalement poussé dans ce domaine, c'était la volonté de s'engager. Je voulais vous demander quel était l'impact de cet engagement aujourd'hui sur votre travail et ensuite quel était pour vous le défi principal du Green IT aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, ce projet, cette envie, cette motivation de donner du sens, elle se traduit par une entreprise en fait, qui est sur le marché, on va dire, des services numériques, qui accompagne donc des grandes entreprises à intégrer cette dimension du logiciel plus écologique, on va dire, si je le prends comme ça. Et donc, ça donne vraiment du sens au quotidien pour moi et pour les 9 personnes de la société, puisqu'on est aujourd'hui 9 personnes, on est basé à Nantes. Et ça permet effectivement de donner ce sens au quotidien, de dire, voilà, on sert à intégrer cette dimension pour que le numérique soit moins impactant. Alors pourquoi le Green IT et pourquoi ce sujet? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le numérique, il explose dans tous les sens. On voit bien que les usages se multiplient, les moments de consommation se multiplient dans tous les sens. Le nombre d'utilisateurs aussi, bien sûr, accédant à l'information, à des services numériques, explose. Et donc tout ça a des impacts forts, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça augmente à peu près entre 9 et 10% tous les ans. En 2025, on sera à peu près à l'équivalent des impacts gaz à effet de serre des véhicules légers dans le monde. Donc on voit que tout ça, c'est imperceptible, c'est pas palpable, cet impact du numérique. Mais on l'utilise tous les jours, on l'utilise sans trop se poser de questions. Et tout ça a un impact fort. Voilà. Et donc c'est insidieux, c'est pas quelque chose de palpable. On l'a bien sûr à travers son smartphone, une tablette ou des usages qu'on a, mais globalement, c'est difficile de le comprendre. Donc il y a toute une démarche à la fois pédagogique derrière ce numérique responsable, comment on intègre ce numérique responsable, à la fois dans la conception et le pendant, c'est bien sûr aussi dans les usages, comment
on se restreint, comment on fait attention. Et donc là, c'est toute une partie que nous, on n'adresse pas, mais qui est bien sûr une partie importante, puisque aujourd'hui, c'est aussi parce que nous, on est demandeurs en tant que consommateurs final, que tout ça, bien sûr, occasionne derrière de l'impact environnemental. On s'est engagé sur le logiciel aussi, parce que le logiciel n'était pas traité, c'est-à-dire qu'on voit bien que le matériel est de plus en plus à la fois puissant et consomme de moins en moins. Donc on peut dire que le numérique fait son chemin et intervient, on va dire, dans la chaîne de valeur écologique du numérique, sauf que derrière, le logiciel, lui, n'arrête pas de grossir, n'arrête pas on va dire, d'être de plus en plus consommateur. Les supports sont de plus en plus importants. On va dire par exemple la vidéo, 80% des flux aujourd'hui sur Internet sont de la vidéo. Et donc on voit que nos usages évoluant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et au-delà effectivement de ce que je fais dans mon entreprise, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en termes associatifs à ces sujets pour voir comment on arrive à trouver des éléments pour restreindre cet impact, pas seulement dans la conception, mais aussi dans nos usages. Est-ce qu'on pourrait se dire que green et numérique, parfois, est-ce que ce ne serait pas un peu du coup antinomique par rapport à ce que vous nous dites sur toute cette consommation d'énergie finalement et tous les effets du numérique? Selon vous, quelle est la place en fait dans la transition écologique? C'est un peu une question piège. On voit bien que le numérique apporte beaucoup de choses, hein. Peut réduire des déplacements, peut permettre un accès à la santé à distance, peut faire plein de choses en fait, hein. Et donc c'est vraiment un levier vraiment du changement de paradigme, on va dire, et qui va aider la société civile et professionnelle dans les logiques de réduction de l'impact environnemental de manière générale. Donc on sait très bien que le numérique va contribuer fortement à ces sujets. Et il ne faut pas l'enlever, bien sûr. De toute façon, on ne pourrait pas faire marche arrière, ça va être trop compliqué. Mais bien sûr, il faut être parfois peut-être un peu rabat-joie, comme on le fait depuis 10 ans. C'est de dire, mais attention, le faites pas de manière inconsidérée, faites-le de manière intelligente, on va dire. Essayez de réduire votre impact. En tout cas, faites attention à la ressource, à l'énergie que vous consommez à travers ces services numériques. Donc il n'y a pas d'antinomie, simplement c'est comme tout domaine, hein, le nucléaire peut être bénéfique ou pas, on peut se poser plein de questions, il faut aussi trouver des solutions bien sûr, mais ça dépend où on va avec ces technologies. Donc le sens technologique, il a du sens que si on lui donne un sens, on va dire humain, planète, tout ce qui nous concerne, on va dire de près, et qui contribue aussi à notre survie sur la planète. Donc voilà, faisons attention à la technologie, donnons lui le sens qu'on a envie de lui donner pour qu'il apporte un bienfait commun. Ce que je veux dire aussi par rapport à la jeunesse aujourd'hui, c'est que je pense que quand vous allez arriver en entreprise, vous le voyez déjà puisque vous êtes confrontés, vous avez des stages, vous voyez que ces sujets sont prégnants dans les entreprises, on en parle de plus en plus en tout cas. Moi je le vois dans les entreprises aujourd'hui dans lesquelles je vais. Et je pense que vous avez un rôle à jouer en apportant finalement votre contribution en disant finalement moi je veux donner du sens aussi à ma vie dans cette entreprise. C'est pas uniquement donner du sens à sa vie en montant un projet, ça peut valoir le coup effectivement de monter ce projet, mais ça peut valoir le coup que vous apportiez votre contribution à changer le monde de l'entreprise dans lequel vous allez rentrer. Et en fait on compte sur vous finalement aussi pour dire eh bien effectivement changeons un peu le monde, moi je veux plus travailler comme avant, j'aimerais bien faire comme ça, etc. Et je pense que l'entreprise prendra de plus en plus en considération, c'est le cas aujourd'hui parce qu'elle veut recruter des talents, elle sait que les gens sont en train de changer, veulent de plus en plus de sens à la vie, à la vie personnelle et à la vie professionnelle des gens. Et donc forcément, quand vous apportez cette contribution, vous avez cette vocation à changer l'entreprise, vous avez vocation à changer finalement ces paradigmes de l'entreprise et lui donner aussi du sens. Donc ne sous-estimez pas votre rôle en rentrant dans une entreprise, même dans le cadre d'un stage. C'est très très important d'apporter cette contribution et je pense que c'est un rôle très fort que vous avez à jouer. Merci beaucoup. Je pense que les étudiants qui sont ici n'ont pas peur de se mouiller en stage et de faire porter leur voix. Radidiatou, du coup, que je rappelle, qui a fait un congé solidaire au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre formation d'ingénieur vous a aidé en fait sur le terrain pour votre mission solidaire? Alors moi, je trouve que la formation d'ingénieur en informatique est un large panel en fait. On apprend beaucoup de compétences techniques, mais on sort également en tant qu'ingénieur avec des compétences humaines. C'est ce qui nous permet en fait de pouvoir prendre du recul dans une situation, de pouvoir gérer des situations.
Et quand on est à l'école, en fait, on se rend pas compte de l'utilité de ce savoir-être-là. Et quand on arrive en entreprise, on commence à voir plus clair en fait sur ce savoir-être en fait, à quoi ça sert réellement. Et du coup, pendant la mission, le fait de devoir passer une formation technique à des personnes qu'on n'a pas côtoyées avant, il faut avoir un certain savoir-être, une collaboration pour pouvoir bien faire passer son message. Et du coup, c'est comme ça, en fait, la formation m'a permis de bien effectuer ma mission. Donc, pas forcément toujours des compétences techniques, mais quand on est en mission sur le terrain aussi, avoir un savoir-être qui permet de bien mener à bien son projet. Sont liés, en fait. Ok, merci beaucoup. Et du coup, vous êtes parti dans le cadre de votre entreprise, de CGI. Est-ce que du coup, vous pouvez nous dire ce que c'est une entreprise à mission en fait, et en quoi ce statut permet d'ouvrir des portes en fait, et d'avoir des projets à l'intérieur d'une entreprise qui sont porteurs de sens pour les collaborateurs. Alors, une entreprise à mission, c'est une entreprise comme CGI. C'est-à-dire, c'est une entreprise engagée. Il met l'accent sur 3 piliers axés sur le développement durable, à savoir les actions solidaires, la responsabilité sociale et humaine et la protection de l'environnement. Je suis moi-même ambassadrice RSE et au sein de l'entreprise, donc les ambassadeurs sont les piliers locaux qui mènent en fait les actions associées à ces 3 piliers-là. Et le fait du coup d'avoir la possibilité, parce qu'en fait, avant, on peut dire que les gens, ils travaillaient sans pour autant connaître l'utilité de la chose qu'ils font. En fait, on leur demande d'effectuer des tâches, ils les effectuent et après c'est bon. Alors que maintenant, de nos jours, les gens, ils cherchent plutôt un travail qui donne du sens à leur vie. Donc, le fait de pouvoir être dans une entreprise qui nous donne l'opportunité de donner du sens à ce qu'on fait, de pouvoir participer à des congés solidaires, de pouvoir faire des collectes, par exemple, pour des associations, ça contribue au bien-être en fait des membres dans une entreprise et forcément, ça a un impact positif sur les projets. Pouvoir mettre ses compétences au service des autres et dans des pays en développement dont on ne pense pas forcément. Ouais. Merci beaucoup. On jongle un peu de domaine en domaine et maintenant on va aller plutôt côté entrepreneuriat. Et du coup, David, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en fait chez Mobilis? Vous nous le disiez tout à l'heure, mais surtout, qu'est-ce que le fait de mettre finalement votre savoir-faire technique au service des personnes dyslexiques a du coup changé votre rapport au travail en fait et votre manière de travailler? En fait, je dirais que c'est pas forcément sur les aspects techniques, parce que quelque part faire là, en l'occurrence du traitement du langage automatisé, travailler sur des algorithmes de machine learning, etc. On peut le faire soit dans le marketing, soit pour une entreprise comme Mobilis pour traiter les textes. Donc concrètement, techniquement, le métier est le même. Par contre, c'est le rapport aux autres, que ce soit avec les partenaires extérieurs, les utilisateurs de notre produit, que le rapport est différent. On n'est pas forcément dans une démarche complètement commerciale. On apporte quelque chose qui fait du bien et le fait de l'entendre de la part de nos utilisateurs, des enfants, des parents, des professeurs, c'est quelque chose qui change en fait le regard qu'on a. Et ça a un impact aussi sur nos relations à l'intérieur de l'entreprise. Quelque part, on a une vision commune, une vision qui on pense, apporte quelque chose, et ça a un impact plutôt positif sur les relations en fait, à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose qui est important et qui fait du bien. Si, et bon, du coup, ça, c'est les principaux aspects, on va dire, positifs de cet engagement. Est-ce que vous voyez aussi certaines limites à
ce type d'engagement dans votre métier, travail? Il y a 2 limites. La première, c'est lorsqu'on est dans une entreprise qui est classique, on va dire, il y a toujours la question qu'on peut avoir, est-ce que c'est pas juste du greenwashing, enfin voilà, quelque chose qu'on met en place juste pour se donner bonne conscience. Il y a des solutions pour faire face à ça dans certaines entreprises, comme par exemple s'engager sur des projets autour de son métier, ou ça peut être s'engager dans une société qui est de l'économie sociale et solidaire, parce que il y a, même si c'est un sigle, même s'il y a un côté administratif, malgré tout, il y a par exemple le fait de s'engager à mesurer l'impact qu'on a. On peut le faire de tas de façons, mais malgré tout, il y a l'obligation de prouver que ce qu'on fait, ça a un vrai impact et un impact positif pour la société. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que on est aussi maître de ce qu'on fait dans l'entreprise, dans les projets. On a de la latitude et charge à chacun, à son niveau, de faire en sorte que ça bouge dans la direction qui est la plus positive possible. Très bien. Merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant à Vincent. Du coup, vous nous disiez, vous avez créé l'association SyncCode avec le collectif des SyncCoders. Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire le parcours en fait de créer une association quand on est dans la vie active? Quels ont été du coup un petit peu vos freins, vos obstacles, aussi les belles réussites? Il n'y a qu'un frein, parce qu'après tout le reste c'est selon vous. Voilà. C'est une belle parole, mais je vais vous le dire en résumé, parce que bien évidemment tout ce que vous ferez, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, associative, il y a un tronc commun qui est pas forcément l'ambition, qui est avant tout la motivation. Déjà, ça c'est, je pense, le premier des critères qui est important. Et après viendra, je dirais, la psychothérapie qui vous suivra. Pourquoi vous faites ça? Comment on va le faire? Avec quelles valeurs, etc. Et c'est très chouette, vraiment. Non, le frein principal, effectivement, c'est le temps. Hein, c'est la dispo par rapport à la vie active, par rapport même à l'entrepreneuriat. Je suis plus à mon compte. Alors c'est vrai que après ça dépend du niveau, hein, mais on a une chance incroyable dans notre pays. C'est le format déjà juridique statutaire de l'associatif. En une semaine maxi, hop, on trouve des copines, des copains, tout ce que vous voulez, et hop, on monte une association. Et ça, je dirais que il faut le rappeler, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller dans différents pays. Je pense que quand on parle de pays démocratiques, etc., il ne faut pas l'oublier, hein, cet outil juridique qui permet à chaque citoyenne et citoyen de s'engager d'une certaine manière, un peu plus que d'aller taper la balle sur un terrain. Et donc ça, c'est un premier point qui est important. La disponibilité. Alors la disponibilité, bien évidemment. Alors moi, j'avais démarré il y a 10 ans de ça, en fait, le parcours associatif, si je peux appeler ça comme ça. Alors j'ai tout connu. Hein. J'étais en entreprise, en ESN, en entrepreneur, et en fait. Je pense que on revient sur l'engagement et la motivation. Si vous vous dites que je fais un one shot et que ouais, c'est un peu pour le fun, etc., je pense que vous avez perdu. Voilà. Moi, je vous le dis parce que c'est, on va dire,
ce qu'on appelle un peu les soft skills. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment pas une obligation, mais une vraie incitation dans les écoles d'ingénieurs. J'aurais, moi, voulu, hein, perso, avoir eu l'opportunité d'avoir peut-être voilà, une capacité de m'engager, de vous donner bien sûr le choix, mais au moins une capacité de m'engager, etc. N'empêche que voilà, les week-ends, etc., ça prend un peu de temps. Mais c'est avant tout, le message que j'essaye de faire passer, c'est ne faites pas ça par, on va dire, entre guillemets, juste parce que c'est dans l'air du temps, hein, parce que c'est de la mode. J'ai horreur de la mode. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est contre, je pense, un engagement citoyen en tant que tel. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas faire tout ça toute votre vie. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le peu que vous ferez, le peu de temps que vous donnerez, essayez d'être sincère et de le faire le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, question un petit peu plus large, du coup, dans la formation aux personnes handicapées dans le code. Du coup, selon vous, en quoi le numérique est un vecteur d'inclusion, en fait, finalement, et peut répondre à cet objectif? Alors, étant de philosophie asiatique, je dirais que le numérique est un vecteur d'inclusion, mais aussi d'exclusion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sans caricaturer, mais pour simplifier, un geek qui reste dans son garage, même si c'est le meilleur du monde, vous comprenez un peu l'image, je ne pense pas que ça soit, je dirais, ça peut être très utile, techniquement, il a fait une contribution, voilà, je ne veux pas non plus rentrer dans l'extrême, mais c'est pas on va dire, ma philosophie du numérique vecteur social. Voilà. Et l'association, notamment SyncCode, s'est créée sur ça, en fait, finalement. On s'est rendu compte qu'il y avait des mondes parallèles. Le monde parallèle au départ, hein, que j'ai découvert du handicap, plutôt de la différence, qui est plus tourné vers, entre guillemets, alors ça bouge bien évidemment, hein, je ne veux pas être dans la critique, ça ne sert à rien, mais qui est quand même plus axé sur du médico-sociaux. Voilà, rien que déjà le terme médico-sociaux. Et le monde du numérique, il faut se regarder aussi, hein, et pas regarder juste son nombril et se dire que parce que c'est à la mode, parce que je dirais il y a des demandes qui affluent, parce qu'il y a des manques de compétences, que on est en position, on va dire en étant direct, hein, d'être arrogant, je m'en fous, je trouverai un job, je viens de centrale, entre guillemets, mais c'est bon. Non, je pense que voilà, il y a un entre-deux qu'il faut trouver. Jade, quand, disons, on a monté ça fait 6 ans qu'on la suit, elle a pu avoir... par l'outil numérique, on l'a démontré, on a amélioré même, je dirais, ses capacités d'inclusion, etc. Alors après, c'est vrai qu'on peut partir sur des grands débats. Qu'est-ce que c'est l'inclusion? L'inclusion, est-ce que c'est, comme on dit souvent dans le monde du handicap, est-ce que c'est faire venir, je dirais, rejoindre, je dirais, faire venir des gens qui sont différents chez nous dans le monde ordinaire valide, ou est-ce que c'est plutôt, sans faire de clin d'œil, mais est-ce que c'est pas plutôt finalement faire de l'infusion, c'est-à-dire tout en se respectant et en étant différent, on ne demandera jamais à un sachet de thé de devenir de l'eau et inversement. Et c'est là où, disons, moi j'essaye, je dirais, parce que j'ai d'autres responsabilités dans le handicap, du fait même de l'association et qui m'a mené dans tout ce qui est paralympique, c'est se dire, au départ, c'est que oui, le numérique, je l'espère, et c'est notre rôle un peu de porter ce message, qu'il est vecteur d'intégration.
d'accord ? Mais par moment, on voit quand même, je dirais, aussi de la peur sur le numérique. Les parents, hein, sur le cyberharcèlement, etc. Donc c'est là où, disons, il ne faut pas faire, je dirais, il ne faut pas se dire, juste en simplifiant, le numérique, ah c'est chouette, ça va permettre de... Voilà. C'est plus compliqué que ça en TI. Mais voilà. Oui, d'accord. Donc numérique, vecteur d'inclusion dans certaines conditions. Hein. Je pense qu'autour de la table, on est peut-être... Je parlais en mon jeu, mais j'espère tout d'accord pour dire que voilà, on refuse peut-être de dire que la tech, d'avoir une vision très solutionniste et de dire voilà, la tech c'est bien, le numérique c'est bien. Il engendre des externalités positives comme négatives, et donc du coup c'est ces externalités qu'il faut du coup prendre en compte dans sa manière d'utiliser la tech et le numérique. Et évidemment, un geek, comme vous le disiez, tout seul n'aura pas forcément d'impact positif sur la société. En tout cas, merci à tous d'avoir partagé encore votre engagement, répondu à mes questions. Avant de laisser la parole aux étudiants qui, j'espère, auront des questions techniques ou non, ou philosophiques quant à vos métiers, moi j'ai quelques questions auxquelles vous pouvez tous répondre. Du coup, finalement... J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur les limites du numérique dans la transition écologique et solidaire. Voilà, quelle est sa juste place, et est-ce que présenter donc la tech comme la solution, c'est pas un petit peu dangereux? Voilà, par exemple, l'accès au digital à tous, l'accès au numérique à tous. Est-ce que certains veulent prendre la parole sur ce point? Manon? C'est facile parce que tu y as déjà un peu répondu avant. Un petit peu avant. Je pense que une partie de la réponse est dans la question. Évidemment, et c'est pour ça que c'est passionnant, y a jamais, c'est jamais tout noir et tout blanc. Et c'est pour ça que c'est un sujet intéressant. Et c'est aussi pour ça que, nous chez Latitude, mais là je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais on travaille sur le sujet de l'éducation, et on se dit qu'en fait, cette complexité de est-ce que la tech c'est bien, pas bien, et comment est-ce qu'on l'utilise bien, et comment est-ce qu'on questionne toujours sa finalité, on ne peut pas le traiter en juste 2 minutes, c'est bon, c'est réglé, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on essaye juste de pas forcément donner de réponse, mais de donner à chacun les clés pour se forger son opinion à lui et son avis à lui. Dans les cours qu'on peut donner dans différentes écoles, on n'en donne pas encore à Centrale Nantes, mais j'espère que ça va venir. Et donc évidemment il y a des choses trop chouettes à faire avec la tech, et j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, et à dispo si vous voulez plein d'inspiration et plein de beaux exemples de ce qu'on peut faire pour la société avec la tech. On en a accompagné 200 avec Latitude, donc j'en ai dans ma besace. En revanche, évidemment, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention avec la tech, et nous on insiste sur à la fois le volet environnemental et le volet social. Au niveau environnemental, il y a évidemment la production des appareils et des réseaux et des centres de données, mais ce qui consomme le plus, c'est plutôt la production des appareils, donc tous les devices, tous les ordinateurs, tablettes, téléphones qu'on utilise, et qui sont souvent produits dans des conditions sociales assez déplorables, et qui en plus utilisent des ressources qui sont très rares sur la planète, des métaux lourds qu'on est obligé d'aller chercher dans des mines et de consommer beaucoup d'énergie pour aller les chercher. Donc il y a la production des devices, il y a leur utilisation, toute l'énergie qu'on utilise pour les faire fonctionner, dont Thierry tu parlais tout à l'heure. Ça c'est plus sur le volet environnemental. Et sur le volet social, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais il y a évidemment la fracture numérique. On ne s'en rend pas compte en fait à notre échelle, parce qu'on a l'impression que ça va, tout le monde sait se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone. Mais en fait, on a fait quelques recherches avec Latitude sur ce sujet, et on se rend compte que même s'il y a 90% des Français, donc rien qu'en France, un pays développé, qui ont accès à Internet, donc l'accès est globalement assez répandu, il y a déjà 1/3 des Français qui, chaque année, abandonnent des démarches en ligne parce qu'en fait, ils ont trouvé qu'elles étaient trop difficiles pour eux, et ils laissent tomber juste. Et donc, ce tiers des Français qu'on laisse tomber, ce serait un peu se mentir que de se dire
c'est bon, on a fait un outil tech, donc il n'y a plus besoin de rien, plus besoin d'accueil en physique, plus besoin d'explication, plus besoin de téléphone. En fait, on laisse un tiers des personnes sur le carreau si on fait ça. Donc la tech répond pas à tout. Et après, sur les autres enjeux sociaux de la tech, il y a aussi pour les jeunes, mais aussi à tous les âges, les sujets d'addiction aux écrans, d'être capable de dissocier ce qui se passe dans la vie virtuelle ou sur le net de ce qui se passe dans la vraie vie, de ne pas briser le lien social parce que maintenant le lien social il n'existe que par les réseaux sociaux, mais de continuer à faire vivre aussi le lien social dans la vraie vie. Donc ça ne veut pas dire que la tech c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il faut le faire avec modération et avec parcimonie. Voilà. Et après il y a toujours plein de sujets et d'autres qui vont se révéler aussi auxquels on n'a pas, dont on ne se rend pas compte encore aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que la tech c'est formidable, on peut faire des trucs hyper chouettes avec. Juste il faut rester conscient et ce que je disais un peu au début, mais c'est pour ça que c'est un sujet vraiment intéressant. Il faut rester conscient qu'il n'y a pas juste comment est-ce qu'on utilise la tech pour faire des trucs chouettes, mais il y a aussi comment est-ce qu'on la conçoit initialement pour qu'elle prenne en compte toutes les externalités possibles au niveau social et au niveau environnemental. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que dit Je voulais rebondir effectivement sur le sujet également. On voit aujourd'hui qu'on parle beaucoup de progrès technologiques. On parle beaucoup par exemple de 5G, en disant la 5G va se déployer, c'est super, plein de nouveaux usages, l'industrie 4.0 va décoller, la médecine délocalisée au fin fond des différentes campagnes sans médecin, etc., etc. On voit bien que tout ça peut avoir du sens. Sachant quand même derrière que pour mettre en place une infrastructure comme ça, qu'on a effectivement vendu un peu cher à des opérateurs qui vont déployer tout ça sur le terrain, et ben tout ça aussi a un impact très fort. Il faut en être conscient, c'est que quand on déploie un réseau 5G, on va multiplier des capteurs, des antennes, plein de choses. Et que tout ça a des impacts non négligeables sur l'environnement. Parce que, comme tu le disais à l'instant, c'est la fabrication qui a le plus d'impact. Donc quand vous devez renouveler à la fois vos smartphones pour qu'ils soient compatibles 5G, que vous devez effectivement installer des antennes un peu partout, etc., que vous devez avoir un maillage du réseau, parce que la problématique c'est le maillage du réseau, pour être capable de diffuser effectivement pas mal d'informations au plus près de ceux qui vont la consommer, eh bien vous occasionnez des impacts très forts. Et ça, en fait, on n'en est pas conscient parce qu'on vit dans un monde techno dans lequel finalement on a besoin de vitesse, on a besoin de rapidité, on a besoin de performance, d'une certaine manière, accéder à des contenus rapidement. J'aime pas attendre. Au bout de 3 secondes, je change d'écran. C'est nous, en tant que consommateurs, on est comme ça, on est câblé comme ça. Et bien malheureusement, c'est parce que derrière, vous avez une technologie surfonctionnalisée, surtechnologique, on pourrait l'appeler comme ça, qui nous permet de faire toutes ces belles choses. C'est assez beau, donc le progrès peut avoir du sens, en tout cas, dans nos usages, mais il faut aussi voir que derrière, il y a des impacts qui sont très forts et qui font que derrière, inconsciemment, parce qu'on ne le voit pas, c'est enterré, c'est au-dessus des immeubles, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais tout ça a des impacts et va créer aussi une forme d'exclusion, puisque j'imagine mal tous les opérateurs mettre des capteurs un peu partout dans des endroits où il y a peu de public, il y a peu de gens qui sont intéressants pour le business d'une certaine manière, et qui font que derrière, on va aussi créer probablement un Internet ou l'Internet connecté à 2 vitesses, ceux qui seront dans des zones où on va servir correctement les gens avec plein de capteurs partout, des ondes partout. Pour la santé, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on va devenir un peu des zombies, des gens un peu sur plein d'ondes. Donc il y a des études aussi là-dessus. Et qui font que derrière, il y a aussi des gens qui se retrouveront à des endroits où finalement cette 5G n'arrivera pas parce que ça coûte trop cher. Voilà. Donc on va aussi créer un phénomène d'exclusion ou un Internet à 2 vitesses. Voilà. Donc c'est aussi attention à la technologie parce que derrière, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça peut aussi créer des déséquilibres. Merci beaucoup. C'est toujours le débat de le progrès technique est-il synonyme finalement de progrès tout court, de progrès humain. Voilà, toutes les technologies qui changent aussi nos habitudes et nos manières de fonctionner. Comme on est peut-être un petit peu short timing, je vais laisser la parole aux étudiants et étudiantes. En tout cas, s'il y a des questions dans la salle, voilà, vous pouvez du coup vous adresser aux intervenants. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui ont des questions, que ce soit sur le parcours des différents intervenants, sur des questions plus conceptuelles ou philosophiques que vous pouvez essayer de leur poser, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. D'accord.
J'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit, Thierry Lebouc. C'est parce que vous avez pas mal parlé du fait de réduire l'impact énergétique, etc., de tout ce qui est autour de la tech, et de restriction, enfin un petit peu de restriction, ou alors de consommer plus intelligemment. Et souvent, quand on parle de ça, aujourd'hui, on parle de choses autour des économies circulaires, ou alors de tout ce qui est un peu cyclique. Et puis, vous avez aussi dit que c'était la fabrication qui avait le plus d'impact. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez justement travaillé ou réfléchi à ce sujet, sur ce qui est cyclique, sur la fabrication, et ce qu'on peut faire au niveau du numérique ou de la tech à ce niveau-là. Alors, on y réfléchit. Nous, on n'a pas mis en œuvre de solution sur le côté, si on parle de circularité numérique, parce qu'on est dans le logiciel, et plus particulièrement, en tout cas, sur l'activité. Par contre, effectivement, dans mes activités associatives ou dans mes prises de parole ou dans mes interventions, puisque je donne des cours ou des conférences dans plusieurs écoles, effectivement, on parle d'économie circulaire. On voit que c'est un sujet qui se développe énormément, puisqu'on voit bien que le matériel peut avoir une seconde vie, il peut être réutilisé, il peut être réemployé. Et donc on voit que ces économies sont en train d'émerger. On voit plusieurs plateformes qui se positionnent sur ces sujets-là, qui proposent des prix plus intéressants que le neuf, qui montrent que les matériels peuvent avoir une seconde vie. Dans le monde professionnel aussi, on commence à voir des flottes qui sont équipées, des flottes de smartphones, avec des smartphones qui ont plus de 2 ans, qui ont été déjà utilisés, qui sont réutilisés dans d'autres entreprises. C'est plus rare. C'est plutôt dans le grand public qu'on voit ce marché émerger aujourd'hui. On voit que la circularité a du sens. Voilà. Après, je parlerai bien aussi de l'économie fonctionnelle, c'est-à-dire au-delà de dire j'ai besoin d'un smartphone, je pense qu'une des tendances, c'est de dire j'ai besoin de me déplacer ou j'ai besoin d'utiliser un moyen de communiquer avec les autres. Et donc je pense que c'est aussi vers ces sujets-là qu'on va aller. Économie circulaire ou économie de la fonctionnalité. Donc voilà des sujets qui, à mon avis, peuvent produire des modèles économiques intéressants pour l'avenir. Puis comme on sait que la ressource va se raréfier, où il faut la partager un peu mieux. Donc il y a probablement pas mal de modèles économiques qui peuvent se mettre en place sur l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité. Voilà. Pas dans le logiciel pour moi en tout cas, mais en tout cas tout ce qui est lié à un matériel et puis un usage derrière avec un matériel donné, un véhicule ou un matériel informatique par exemple, on voit que c'est des choses qui sont en train de se développer fortement. Oui. D'autres questions ? Merci à tous pour votre intervention. Par curiosité, est-ce que vous avez déjà entendu parler de low-tech et si oui, quelle place lui donneriez-vous dans votre activité ou en complément de la high-tech ou par opposition, enfin quelle vision vous en avez? Merci. Je pense que ça peut être une partie de la solution aux enjeux à la fois environnementaux, à la fois pour lutter contre l'exclusion numérique, etc. Parce que en réfléchissant un peu, on peut toujours mettre en place une solution qui va servir à 90% des gens, qui est basée sur de la tech, etc. Et puis une partie aussi qui peut servir aux gens soit qui n'y ont pas accès, soit qui ont des difficultés dans leur vie personnelle. Si je prends un exemple avec ce qu'on fait, on fait donc du livre numérique, ce qui veut dire qu'on utilise du logiciel, on utilise du matériel, etc. Mais par contre, on peut aussi décliner ça sous forme de livre papier, en prenant un certain nombre de choix, on l'imprime et ça donne des livres qui sont plus accessibles pour des enfants, pour apprendre à lire, etc. Donc, je pense que en cherchant un peu, on peut trouver des déclinaisons low-tech, même si on fait des versions high-tech, entre guillemets, de solutions. Juste pour compléter, moi je trouve ça passionnant comme sujet, la low-tech. Et on a un cours qui commence en ce moment-là, enfin ce semestre, sur le sujet. En fait, ce que je trouve vraiment super intéressant dans le concept de low-tech, c'est qu'il y a plein d'idées qui peuvent être appliquées à d'autres secteurs d'activité ou sur d'autres sujets. C'est pas juste sur la tech, mais c'est un peu des concepts ou pas des idéologies, mais vraiment des idées derrière qui sont intéressantes. Notamment l'idée de partir sur, par défaut, de la sobriété
au lieu de, par défaut, partir sur de la complexité et se dire, finalement, face à tel problème ou tel enjeu, au lieu d'imaginer d'abord la solution tech la plus compliquée, qu'est-ce que je peux faire au plus simple et qui réponde à un problème et donc qui apporte une solution, mais sans forcément valoriser la complexité. Et l'autre sujet que je trouve vraiment très intéressant dans la low-tech, c'est la notion d'accessibilité. L'idée, c'est de faire une technologie qui peut être très simple et qui, du coup, peut être facilement réplicable par chaque personne, quels que soient les moyens qu'elle a, et en utilisant que des matériaux ou des composants qui vont être trouvables localement et assemblables de façon simple avec des plans ou des notices qui sont disponibles ouvertement. Et en fait, ça, je trouve ça super intéressant même dans le reste de l'économie parce qu'aujourd'hui, on est sur une économie privée où chacun, même dans le domaine du logiciel, même dans le domaine de la haute techno, développe de son côté des choses qui sont très similaires, mais le développe de son côté pour que ce soit privé, pour pouvoir le valoriser ensuite. Et donc, si on réfléchit au niveau global, il y a une sorte de gâchis d'énergie, de compétences, de talents à redévelopper les mêmes choses juste pour être meilleur que le voisin, et parce que derrière, ça crée du capital, ça crée de la richesse. Mais si on réfléchissait plus dans cette mouvance low-tech, sur le sujet de la tech, mais sur d'autres sujets aussi, à se dire comment est-ce que je crée la solution qui est la plus simple possible et la plus réutilisable possible, j'ai l'impression que derrière, il y a un modèle de société qui est intéressant à développer et qui valorise plus le progrès commun que l'individualité et chacun progresse de son côté pour essayer d'aller le plus loin possible dans sa verticale sans forcément essayer de voir comment on peut créer une solution qui soit utilisable de façon plus universelle. Donc derrière l'idée de low-tech, je trouve qu'il y a vraiment des principes même de société ou de vie qui sont super intéressants. Merci d'avoir posé cette question. Alors juste pour compléter rapidement, je suis très content qu'on parle de low-tech parce que sur l'association Syncode, concrètement par exemple, tous les projets qu'on essaye, parce qu'on a vu passer des étudiants, des stagiaires chez nous, il y a par exemple, alors déjà il y a en complément, il y a l'accessibilité web, il y a une norme. Alors c'est pour ça que même les questions de limite du numérique, j'essaye de porter pas tout seul, mais évidemment, mais de vous alerter, c'est que ne faisons pas la même chose que nos parents, nos grands-parents, etc. Il y a une norme, qu'il faudrait, qui est assez simple, avec des catégories RG2A. Mondiale aussi, qui est portée par une fondation qui permet tout de suite, déjà pour la dyslexie, etc., sur un mode low-tech, donc open source. Alors l'open source, moi je suis développeur open source, non pas parce que c'est fun, c'est parce que justement il y a un engagement de se dire que par rapport à tout ce que même Thierry a dit, la réutilisabilité, la contribution, mais ça me va très très bien. Et sur l'association, j'avais un stagiaire qui a eu une contrainte. Tu fais un petit boîtier connecté au portable avec un bouton d'alerte qui envoie un SMS quand par exemple on va dire pas le fauteuil roulant est coincé, parce que ça arrive souvent, les fauteuils roulants avec les déplacements, etc., est coincé, ou il y a eu un accident, hop. Et là, il a un sujet avec la contrainte de tout le hardware et le software doit être open source, réutilisable, standard. Voilà. Ça, c'est du low-tech. Là, on est sur un projet assez plus conséquent sur une plateforme d'emploi. Plateforme d'emploi, la contrainte, c'est pas que ce soit joli, on s'en fout. C'est pas que ce soit, je dirais, avec des flashs partout, sans jouer sur les mots. C'est la contrainte, c'est l'accessibilité web. Vous allez prendre l'accessibilité web, mettre sur Git, et on va découler de l'accessibilité tout ce qui est du fonctionnel.
du pragmatique. Et c'est vrai qu'en rejoignant un peu l'avantage du coup du monde associatif aussi, hein, plus que même voilà, du privé, c'est qu'on peut vraiment aller, et ça c'est vraiment chouette pour les techs, c'est d'aller aussi sur des paradigmes qui vous sortent un peu de, on va dire, du 80-20, hein, et qui vous permettent de vous poser et de vous dire, attends, moi j'ai un peu de temps, j'ai envie vraiment, sans pression, de me dire, ça m'intéresse d'aller, je dirais, sur du low-tech, de l'open source. En plus, fracture numérique, l'open source, grosso modo, c'est quand même gratuit. Gratuit. Alors, c'est un mauvais terme. C'est libre. Voilà, c'est libre, c'est accessible d'une certaine manière. Il y a des distributions qui existent, qui sont portées par des petites associations. Je me suis retrouvé chez une grand-mère à Châteaubriand en train de porter une distribution sous Debian qui permet tout de suite justement à ce public-là, à cette population, qui n'ont pas forcément, ils ne sont pas non plus en plus souvent trop riches, de pouvoir avoir des solutions. Donc ça existe, effectivement, et c'est super. C'est que moi j'ai tendance à vraiment essayer d'aller pragmatiquement sur du low-tech, non pas parce que ça me plaît, c'est parce que c'est pragmatique et que c'est, je pense, une vraie notion de la tech éthique de demain. Il y a aussi une réalité économique derrière la low-tech, c'est que si vous construisez des matériels avec du logiciel embarqué qui est, on va dire, prévu pour moins consommer de ressources ou moins consommer d'énergie en phase d'usage, vous allez probablement augmenter la durée de vie de votre pile et pas intervenir pour la changer. C'est des cas qu'on a aujourd'hui concrètement avec des industriels, des gens qui déploient des objets connectés, par exemple avec la SNCF où on travaille aujourd'hui. On a lancé un projet de recherche pour justement mieux estimer l'impact des objets connectés quand on les déploie. Et donc on est obligé de rentrer dans une logique un peu low-tech en disant mais est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de capter l'information toutes les minutes alors que toutes les heures elle peut être utile? Finalement on va s'orienter vers quelque chose de quel est mon vrai besoin finalement? Quand on va parler de low-tech, on va se reposer la question de l'utilité finalement de quelque chose. Parce qu'on sait que derrière, on a commencé à apprendre que ça avait un coût. Si vous avez un objet qui est déployé, qui va capter une information et qu'elle n'est pas autonome très longtemps, vous allez occasionner un coût pour aller changer cette pile dans cet objet, par exemple. Et donc on voit bien que la démarche low-tech, qu'elle soit dans le logiciel, dans le matériel, va permettre de réduire le coût, soit le coût de fabrication parfois, soit le coût de maintenance, d'exploitation finalement de votre objet. Et là on parle de coût complet, et on voit que le low-tech peut apporter énormément dans cette démarche-là en faisant attention à la ressource, en disant je vais faire attention à la ressource et donc je vais avoir une longévité plus importante de ma pile ou de ma batterie. Et voilà. Donc ça c'est un enjeu non négligeable dans le monde industriel aujourd'hui et je pense que le low-tech va y contribuer énormément et qu'on ait des bons réflexes pour produire des matériels qui consomment moins. Est-ce que Thierry, ça t'arrive même d'avoir... Ouais, c'est une question pour toi. Parce qu'en fait la semaine dernière j'intervenais avec Mathieu Delem qui est un mec de l'Institut du numérique responsable qui dirige plusieurs agences informatique et qui est assez porté sur la question de l'éco-conception et de l'impact environnemental surtout du numérique. Et lui, il est assez cash et il dit en fait le meilleur logiciel, c'est celui qui n'existe pas. Et je me demande, et ça lui arrive vraiment de dire à des clients, en fait, on va pas développer ça parce que il n'y a pas de vrai intérêt et finalement c'est de la perte de ressources et tout. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de partager ce constat-là et de parfois de te dire, finalement, il n'y a pas besoin, le conseil que je vous donne, c'est il faut pas développer ça, il faut juste changer peut-être la façon de s'organiser ou... Alors nous, on ne développe pas des logiciels déjà, donc on ne répond pas à ces questions. On va aider les gens à mieux les développer. Voilà. Mais par contre, on leur dit, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de cette fonctionnalité? À quoi elle sert? C'est quoi l'utilité derrière? Et quand on se repose la question de la fonctionnalité, en disant, mais en fait, ce que vous voulez, c'est faire ça. C'est vous donner un peu de dynamisme sur votre site web, vous voulez apporter telle fonctionnalité. Mais bon, on peut la développer autrement, on peut revoir la façon dont on le fait. Donc effectivement, je suis assez d'accord pas à l'échelle d'un logiciel, parce que j'espère que tous ceux qui se lancent dans la création d'un logiciel ont quand même une utilité derrière, j'espère en tout cas pour eux. Mais au moins sur les fonctionnalités qui composent ce logiciel, on peut se reposer la question effectivement de l'intérêt d'une fonctionnalité ou la manière de la concevoir. On peut se dire, j'ai besoin d'afficher quelque chose qui soit des panneaux par exemple dans la ville pour apporter de l'information. On peut se reposer la question, quelle est l'utilité de ce panneau et comment on peut le concevoir autrement
pour peut-être qu'il soit moins en surbrillance peut-être la nuit et qu'il soit un peu plus surbrillant la journée, si vraiment on pense que ce panneau est utile dans la ville. Après, l'autre question, c'est de dire, est-ce que ce panneau est important dans la ville? Donc là, la réponse est... Voilà. Je n'ai pas la réponse personnellement, je pense qu'on peut avoir débat là-dessus. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile, surtout quand on est dans la tech. Enfin, ingénieur, on a envie de créer des choses, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a envie de faire. Et du coup, se dire, bah non, finalement, en fait, ça a plus d'impact et c'est mieux que je ne fasse pas ce que j'ai envie de créer plutôt que de créer ce truc qui a l'air super cool et qui met un peu des étoiles dans les yeux. C'est pas forcément facile de prendre cette décision-là. Et finalement, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on réapprenne aussi quelque part. C'est par défaut, enfin ce que je te disais un peu sur la low-tech initialement, par défaut se dire d'abord est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'il ne faut pas ne pas le faire, et ensuite se dire ah bah tiens on en a vraiment besoin, comment on le fait, et changer un peu notre façon d'y réfléchir. Alors juste pour rebondir, mais rapidement, pour compléter, je soumets du coup un autre débat qui est sur la low-tech, c'est est-ce que du coup il ne faut pas changer la manière de concevoir dans les ESN, les entreprises ou ailleurs, on va dire la manière, la méthodo sur les logiciels, les hardware, etc. Quand on parle de notion de POC, parce que quand vous regardez basiquement la notion de POC, pour moi, c'est même antinomique presque par rapport à low-tech. Pourquoi? Parce que je donne quelques cours aussi. Je reviens aux bases, mais qui datent pas d'aujourd'hui. Quand on parle on va dire, de fonctionnalité, le POC, qui a fait, entre guillemets, en grande majorité, une architecture de s'opposer au départ de conception, architecture fonctionnelle, du coup une architecture technique, tu vois. Et rien que ça au niveau pédagogie pour les futurs ingénieurs. Non mais voilà, je rebondis sur ça, mais c'était important que combien on voit de stagiaires, entre guillemets, c'est pas de votre faute, de jeunes ingénieurs, de jeunes étudiants qui arrivent, oh j'ai envie de faire un POC, je vais vous montrer, je suis le meilleur du monde, etc. Mais imaginez après par rapport à la réutilisabilité, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un vrai sujet pédagogique de se dire, mais finalement, est-ce que le POC, c'est pas quelque chose qu'on jette à la poubelle au final après et qu'on se dise, ben oui, ok, ça a été très fun, je me suis vachement éclaté techniquement, mais en revanche, je suis pas du tout éthique par rapport à cette notion, voilà, de tech for good. Ouais. Très bien. En tout cas, merci pour la question qui a quand même suscité pas mal de réactions. Est-ce qu'avant de conclure, quelqu'un aurait une... Ouais. Bonjour, merci pour votre intervention déjà. Et ça rejoint un peu ce dont vous parliez à l'instant. C'est un petit peu, mais du coup, moi ça m'interpelle quand on dit tech for good, parce qu'on part du point de vue qu'on part de la tech pour faire quelque chose. Et je pense que moi, de mon point de vue, c'est que justement, on a d'abord un problème et après on réfléchit comment on le fait. Peut-être on utilisera la tech, peut-être pas. Mais je trouve que ça induit une sorte de biais de réflexion parce qu'on va chercher une solution avec de la technologie, là où il n'y en a pas forcément besoin. Et j'ai l'impression que ça justifie aujourd'hui beaucoup de nouveaux business, de nouvelles startups sur des choses où on n'a pas du tout besoin. Et que c'est plus... et voilà, j'aimerais avoir votre avis justement sur cette démarche-là. Et voilà, c'est un peu ce dont vous venez de parler. Mais voilà. Alors, juste en guise d'introduction pour rebondir sur ce que disait Manon justement sur le fait que dans la Tech for Good, je me permets de répondre vu que du coup on porte quand même le drapeau Tech for Good Tour et quand on fait des ateliers avec des étudiants justement où on les fait travailler sur il y a un problème, imaginer une solution tech, après justement de se demander est-ce que la tech est vraiment nécessaire dans cette solution? Et comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment pas notre parti pris, en tout cas, de dire que la tech est la solution à tout et justement de bien réfléchir aux externalités qu'elle peut engendrer. Et justement, moins on pourra l'utiliser parfois, mieux ce sera. Ensuite, comme disait Manon, si ça permet vraiment de répondre à un enjeu et qu'il n'y aura pas d'autre solution qu'une solution tech. Mais en tout cas, moi, je soutiens l'avis qu'elle n'est pas forcément nécessaire à chaque fois et qu'il y a d'autres manières parfois de répondre à certains enjeux. Oui, mais je peux 100% d'accord. Et quelque part, le côté tech for good a aussi un côté un peu provocateur,
que j'aime bien, parce que ça oppose deux choses qu'on n'imagine pas forcément associées. Et quand tu dis mettre la tech au service de l'intérêt général, ça ne veut pas dire que la tech est la seule solution pour l'intérêt général, mais que par contre, face à un problème donné, aujourd'hui, en fait, quand on dit la tech, on l'imagine qu'associé à souvent des géants du numérique qui n'ont pas forcément des pratiques, qu'elles soient sociales, environnementales, très éthiques. Et nous, ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'on peut aussi, en parlant de la tech, la mettre dans ce qu'on estime être le bon sens, en tout cas la mettre au service du bien commun. Ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse, mais ça veut juste dire que ça vient s'ajouter au panel de toutes les réponses possibles à plein d'enjeux sociaux et environnementaux. Je ne sais pas si tu vois l'échange un peu, la réflexion derrière, mais évidemment, ce n'est pas du tout la seule solution. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est juste de venir compléter le panel de solutions existantes, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'associations et d'autres acteurs, des entreprises sociales, des administrations, qui travaillent sur le terrain et qui font des choses vraiment chouettes pour répondre à des enjeux sociaux, surtout environnementaux, ça arrive aussi. Et juste ces associations-là, elles n'ont pas dans leur panel de solutions possibles la technologie, parce que c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser pour elles, qu'elles n'ont pas pris la vague quelque part et recruté les personnes qui savaient maîtriser les technologies. Et on ne dit pas qu'il faut qu'elles s'y mettent complètement et qu'elles ne fassent plus que ça, mais en fait on trouve ça important que ces acteurs du monde de l'intérêt général puissent devenir aussi des contributeurs actifs de l'innovation tech et donner leur avis et faire en sorte que l'innovation tech aille dans le bon sens et ne soit pas uniquement maîtrisée par les géants qu'on connaît aujourd'hui. On va prendre une dernière question avant de clôturer. Bonjour. Moi, je voulais avoir votre avis sur du coup les entreprises qui ne sont pas au service de l'intérêt général. Et pour reformuler, ça a été évoqué plusieurs fois qu'on peut changer les entreprises de l'intérieur. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible? Et pour il y a pas mal d'entreprises, surtout des grands groupes, qui ne sont pas du tout au service de l'intérêt général et qui se portent très bien. Donc, quel est leur intérêt à changer et est-ce que c'est même possible déjà? J'ai évoqué le sujet tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a les entreprises, elles ont besoin de nouveaux talents, elles ont besoin de nouvelles personnes pour fonctionner, pour apporter des nouvelles idées aussi. Il y a des marchés aussi qui s'imposent à elles d'une certaine manière. Elles font le marché, mais parfois aussi elles le subissent. Forcément, on a des goûts différents, etc. Et donc il faut qu'on réponde en tant qu'entreprise à ces marchés. Et dans les grosses entreprises, elles essayent de capter quand je dis les jeunes talents, c'est des talents divers et variés. C'est pas que des gens qui viennent des grandes écoles ou autres, mais c'est les talents, les gens qui vont pouvoir contribuer au business model de leur entreprise. Et si elles ne se lancent pas dans ces sujets-là, en fait, probablement qu'elles vont avoir des difficultés dans l'avenir. Aujourd'hui, elles communiquent beaucoup sur le sujet pour justement continuer à recruter des talents, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment eu des changements depuis que je travaille, moi je l'ai vécu en tout cas, où je vois que les jeunes aujourd'hui ne rentrent pas dans n'importe quelle boîte pour faire n'importe quoi. Voilà, j'ai l'impression quand même les jeunes font plus attention aujourd'hui, donnent plus de sens à leur vie qu'on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Et oui, déjà. Et du coup, forcément, si elles veulent continuer à être compétitives, bien sûr, elles vont devoir changer leurs produits, les adapter, mais elles doivent aussi penser à la façon dont elles vont recruter des personnes. Et aujourd'hui, si on parle des sociétés de services, je pense que chez CGI, c'est un peu aussi le cas, elles sont obligées d'intégrer cette dimension, parce que sinon, ça veut dire que les jeunes ne veulent plus venir dans ces boîtes-là, parce que c'est pas forcément évident de faire le sens entre une entreprise service numérique et puis le sens qu'elle donne finalement son objet. Et du coup, je pense que forcément, elles vont devoir revoir beaucoup de choses, ou elles vont devoir s'adapter. Donc, et elles vont aussi devoir adapter leurs produits forcément dans le temps pour répondre au marché qui est de plus en plus sensible à ces sujets. Donc, à la fois sur le recrutement, les gens qui la composent, mais également sur les produits pour s'adapter à nos nouvelles manières de consommer. Alors, c'est pas un raz-de-marée, mais ça progresse en tout cas. Voilà. Okay, bon, dernière question au fond, et puis après, du coup, peut-être dans un temps plus informel. Est-ce
On va devoir clôturer. Mais c'est déjà pas mal. Bonjour, j'ai une question qui dépasse un tout petit peu le cadre de la tech, dans le sens où on a parlé beaucoup de technologies au service, donc on peut penser à de l'informatique numérique des services assez pratique, mais quand on pense, il y a la tech qui sert aussi dans le domaine du loisir. On peut penser par exemple à des jeux vidéo, donc tout ce qui va être, on en parlait tout à l'heure un tout petit peu avec l'accessibilité, tout ce qui va être joli à l'œil, tout ce qui va être finalement en fait du plus qui ne répond à aucun besoin. Je pensais donc aux jeux vidéo qui ne satisfassent, enfin c'est un désir, c'est pas un besoin directement. À votre avis, comment on peut mettre ces applications du numérique au service de l'intérêt général, alors qu'elles ne sont pas créées pour, elles ont un côté un peu plus artistique? Allez-y. D'accord. Alors là où je suis pas tout à fait d'accord, hein, mais je te challenge sur l'utilité. Par exemple, le jeu vidéo, tu prenais l'exemple du jeu vidéo. Moi, je vois pas du même angle. Je trouve que c'est utile dans le sens où, par rapport à notre public, tout le monde a droit à pouvoir jouer aux jeux vidéo. Voilà. Donc, tout le monde a droit à du loisir, à de la découverte, à voyager. Voilà. Donc ça, c'est un peu le paradigme que j'essaye de défendre. Donc après, effectivement, il y a des associations, par exemple, qui s'appellent Andy Gamer, qui sont assez connues, etc. Là où, disons, on se dit que la tech for good, la tech pour tous, finalement, c'est plus de se dire qu'on vit dans une société où on souhaite que, peu importe, je dirais, la diversité des goûts, la diversité, voilà, des profils, que on fasse mieux, voilà, on fasse mieux, et donc se dire que il y a des choses, je dirais, qui, c'est comme, je prends souvent le parallèle avec le sport. Hein, vous savez que le sport, il y a le monde ordinaire, valide, et le monde paralympique. Pourquoi il y a le monde paralympique? À la base, on me pose souvent la question. Hein, pourquoi, pour ce public-là, on n'est pas structurellement, on va dire, intégré dans le monde ordinaire? Et c'est une vraie question. On va dire, qui a été posée à la conférence nationale du handicap, au niveau gouvernemental, etc. Et j'aurais pas on va dire, bien évidemment, toutes les réponses. Mais parce que tout simplement, c'est pour ça qu'au départ, j'introduisais bien la notion d'inclusion. Qu'est-ce qu'on veut dire par inclusion? Comment on veut le faire, l'inclusion, etc. Il y a des pays, culturellement, ils vont faire de l'inclusion, de l'intégration complètement à l'opposé de ce qu'on nous on fait en France. D'accord? Et je dis pas que c'est mieux ou pas bien. C'est tout simplement, culturellement, voilà, il y a une notion culturelle aussi à prendre en compte. Et derrière, en fait, ça, c'est en finalité de se dire, je pense qu'il y a une notion de respect. Voilà. Pour moi, c'est au final, la conclusion, c'est le respect, en fait. Le respect de la différence, le respect de l'opinion contraire, le respect de la liberté de chacun de se dire, ben ouais, moi j'ai une différence. Hein, je dis souvent, ben voilà, je suis asiatique. Bon, j'ai pas envie pour autant de monter un cluster que d'asiatiques. Moi, c'est mon choix. Mais il y en a d'autres, comme des autistes, etc. Ils se sentent au départ pour une question personnelle, d'accord, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer personnellement, mentalement, psychologiquement, etc., explique à des gens ordinaires comme nous, qui ne sont que des porte-parole. On n'est pas du tout là pour, je dirais, leur imposer quoi que ce soit. Mais ils disent, moi, ça me va bien de me retrouver avec des copines et des copains qui me ressemblent au départ. Alors après, bien évidemment, comme de tout à chacun, on a, je dirais, une vie qui évolue,
et des opinions qui évoluent. Voilà, c'est l'appréhension au final toujours de comment on souhaite, je dirais, faire de l'infusion. Et après, voilà, autour de tout ça, finalement, tu auras, je pense, une partie des réponses. Qui peut passer par différentes technologies. J'ai l'impression qu'aussi ta question était sur des technologies mises au service de loisirs, donc une espèce de futilité de la tech et comment elle pourrait être réintégrée. Alors du coup, je me permets de répondre, étant donné que ça sort un petit peu du contexte. Et du coup, et après, je passerai le micro à Manon. Par exemple, sur l'exemple des jeux vidéo, il y a plusieurs débats aussi. Il y a le débat des loisirs de manière générale. Est-ce que c'est utile? Est-ce que la culture est utile? Et on pourrait partir sur d'autres débats sur l'utilité d'un loisir. Finalement, je parle en mon jeu, je pense que ça peut avoir une importance dans l'éducation de chacun. Et par exemple, le jeu vidéo, ça pourrait être très bien des jeux vidéo où le but est de construire avec des matériaux éco-responsables. Enfin voilà, c'est pas forcément les jeux vidéo, c'est pas forcément que pour la guerre. Et il pourrait y avoir mille et une manières d'inventer des jeux vidéo qui favorisent justement. C'est comme les jeux de société. Aujourd'hui, il y a des jeux de société où le but c'est pas de gagner individuellement, c'est de gagner en collectif. Et ça, c'est hyper intéressant de jouer à ce genre de jeux de société où le but c'est de gagner avec ses partenaires. Les jeux vidéo, je pense que ça peut être amené à faire la même chose. Alors, je ne pourrais pas les développer, mais je serais hyper curieuse de parler avec quelqu'un qui développe ce genre de jeux vidéo. Il me semble que ça commence d'ailleurs à exister. Et voilà, donc sur toutes ces technologies qui aujourd'hui peuvent sembler un peu futiles, je pense qu'elles peuvent être réutilisées d'autres manières. Manon, est-ce que tu veux compléter? Non, mais j'allais aller dans le même sens. Enfin, c'est juste un élément de réponse parce que je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais en fait, pour chaque techno, et c'est un peu le sens de la formulation Tech for Good, finalement, c'est pas cette tech-là qui est une fin en soi. Les technos de jeux vidéo, on pourrait les appliquer à plein de choses différentes. Et donc, tout comme on dit, je fais des études d'ingénieur, c'est pas ça la fin, c'est à quoi est-ce que ça va servir derrière et à quoi est-ce que je vais l'appliquer. Et du coup, pour chaque tech, tu peux te poser la question de à quoi ça sert et comment je le fais. Et dans le cas du jeu vidéo, je me dis à quoi ça sert? Déjà, peut-être à se développer socialement, à créer du lien social entre les personnes. Enfin, il y a plein d'utilités qu'on n'imagine pas forcément, mais faut pas oublier que les loisirs aujourd'hui, c'est devenu, on est sursollicité par les loisirs, mais initialement, c'était quand même un peu les premiers progrès sociaux de donner accès à chacun à des congés payés et de pouvoir se développer dans sa vie familiale, personnelle. Donc rien que ça, donc voilà. À quoi peut servir le jeu vidéo? Il peut servir à ça, à créer du lien. Il peut servir à l'éducation, donc je sais pas, à apprendre à lire, apprendre à dessiner, enfin plein de choses. À découvrir des univers qu'on ne connaît pas, parce que quand on se plonge dans un jeu vidéo, on se plonge dans un autre univers, et finalement peut-être que ça peut nous ouvrir aussi à ce qu'on ne connaissait pas. Donc à quoi ça sert? C'est le tech fort quoi. Et ensuite, comment on le fait? Et là-dessus, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, parce que le milieu du gaming est, mine de rien, un milieu assez solidaire, qui tous les ans fait des campagnes de dons qui récoltent beaucoup plus que d'autres campagnes à la télé qui sont pourtant plus médiatisées. Comment on le fait? Il y a aussi tout un tas d'acteurs qui sont en train de se positionner. Je connais notamment Care Game, mais je pense qu'il y en a d'autres, sur comment est-ce que dans chaque jeu vidéo, en fait, il y a une partie de dons qui est reversée à des associations qui contribuent sur soit le même sujet que le jeu, soit autre chose. Enfin, il y a plein de façons de réfléchir à comment on crée ces jeux vidéo aussi. Je ne sais pas s'il y a des démarches d'éco-conception de jeux vidéo, mais ça vaudrait peut-être le coup de se renseigner. En tout cas, pour chaque techno, il y a vraiment des choses intéressantes à faire, à la fois sur à quoi on l'applique et comment on le fait. Et c'est pas la tech finalement qui compte, c'est plutôt tout ce qu'on met autour et toute la démarche qu'il y a autour. Donc il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Du coup, on va bientôt clôturer cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Voilà, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à attraper les intervenants quand ils sortent pour leur poser des questions. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus, en tout cas aujourd'hui, ce matin, pour témoigner de votre engagement. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, c'était un prisme assez tech. Évidemment, dans l'ingénierie, il y a beaucoup d'autres moyens. Voilà, il n'y a pas que la tech.
N'hésitez pas du coup dans vos domaines de spécialité ou de spécialisation à regarder un petit peu ce qui existe. Je sais pas, je parlais de l'éco-conception tout à l'heure. Je pense à Nantes, il y a un réseau qui s'appelle Twiza, voilà, qui permet de construire et rénover de manière écologique. On peut participer à des chantiers participatifs. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent donc dans différents domaines, dans la gestion de l'eau, des déchets. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Concernant du coup le Tech for Good Tour, donc ça c'est un petit peu la suite de notre programme. On a une soirée jeudi soir où il y aura une autre table ronde mais qui sera cette fois focus emploi. Voilà, donc comment la tech peut être mise au service de l'emploi. Il y aura aussi des ateliers de pédagogie active pour un peu se mettre à l'épreuve. Donc voilà, on vous attend nombreux et nombreuses. Ce sera à la cantine numérique. Aussi, oui, ben voilà, ça c'était la bonne slide, de 19h à 22h. Je voulais juste vous parler, je ne sais pas si le sujet de la conférence vous a inspiré, et je pense que la tech en plus c'était assez difficile parce qu'il y a plein de débats, il y a des débats éthiques autour, etc. Et je voulais juste introduire une communauté chez Maxen qui s'appelle les communautés paumées. Et qui organise en fait, donc il y a des podcasts sur internet, il y a toute une communauté. À Nantes, ils sont très présents. Je vous invite à aller sur la page Facebook. Ils organisent notamment beaucoup d'apéros paumés, donc et sur plein de thèmes différents. Donc normalement, il devrait y en avoir un en mars sur paumés dans mes GAFA. Voilà, je vous invite, s'il y a des sujets que vous aimeriez évoquer, ou voilà, prendre contact avec les paumés de Nantes pour soit participer à un apéro, soit en organiser un sur le thème que vous voulez. Paumé dans ma transition écologique, paumé dans mes études d'ingé, voilà. Donc, si ça peut en toucher certains d'entre vous. Je vais remettre la slide d'avant. J'ai laissé ma collègue Julia prendre la suite. Ouais. Alors du coup, ça c'est un lien super important si vous voulez qu'on reste en contact. Nous, on n'a pas vos coordonnées. Donc si les sujets qu'on a traités ce matin vous intéressent, si vous avez envie qu'on vous parle des prochains événements qu'on va organiser, et si vous avez envie de rester en contact pour les 2 sujets dont je vais parler juste après, on remettra le lien du coup, mais donc il y a ce QR code et le lien. C'est juste pour nous donner vos coordonnées et qu'on puisse vous envoyer les infos. Tu peux mettre la suite ? Moi, je voulais vous parler de 2 choses qu'on coordonne avec Latitude. D'abord, la Nuit du Code Citoyen, c'est du 15 au 17 mai, donc ça arrive bientôt. On cherche plein de personnes hyper motivées qui ont envie de s'engager de manière courte, pourquoi pas. C'est un hackathon qui dure donc du coup un week-end. Et le but, c'est de résoudre des enjeux sociaux, environnementaux. Cette année, le thème, c'est environnement et inclusion, il me semble. Voilà, donc c'est par petits groupes, construire des solutions ensemble sur un week-end. Si vous avez envie d'avoir les infos, on peut vous les envoyer si vous nous donnez vos coordonnées via le lien qu'on remettra juste après. On peut le remettre après. Et deuxième sujet, Manon le disait tout à l'heure, l'éducation c'est hyper important pour faire passer des messages. Et du coup, ok. Je pensais qu'il y avait une autre slide. Donc il y a le programme ambassadeur, voilà, et un petit mot sur le programme ambassadeur que je voulais vous donner. Donc c'est un programme en fait qui permet d'engager des étudiants qui ont envie de transformer leur cursus. Si vous avez envie de transformer votre cursus pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les cours, comme le disait Manon, c'est pas encore le cas partout aujourd'hui et c'est dommage. Si vous avez envie d'engager vos professeurs, d'organiser des événements comme aujourd'hui, de faire bouger plein de choses dans votre ville et dans votre école, vous pouvez rejoindre ce programme. Et donc, si ça vous intéresse de recevoir des informations pour le programme qui commencera en septembre 2020, vous pouvez nous donner vos coordonnées via le lien que tu peux remettre ou le QR code. Voilà. Et dernière info hyper importante, on n'a que 27 abonnés sur Instagram. On a commencé notre compte il y a 2 semaines. Du coup, si vous avez Instagram, on peut refaire un « Qui a Instagram ? Levez-vous » Non ? Ouais, merci. Du coup, j'aurai au moins 3 abonnés en plus, c'est super, merci. Voilà, suivez-nous sur les réseaux, on a aussi Twitter, Facebook, si vous voulez avoir de nos nouvelles et aussi nous donner de vos nouvelles. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et merci au matinal du coup de nous avoir accueillis, Monsieur Benguigui et à Centrale Nantes. Voilà, n'hésitez pas à nous faire aussi vos retours, c'est important pour nous pour mieux construire les prochaines tables rondes qu'on aura l'occasion d'organiser. Et encore un grand merci aux intervenantes qui se sont rendus disponibles ce matin pour venir témoigner. C'est pas toujours évident de se libérer du temps. Merci Laura pour l'animation. T'en prie. Et du coup, bonne fin de journée à tous.